Bienvenue dans Nos Avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. Aujourd'hui, je reçois Hippolyte et Mathieu, 24 ans, bientôt 25. Hippolyte a fait des études d'ingénieur. Il a choisi la voie qui lui fermerait le moins de portes. Comme beaucoup, il a d'abord pris l'option rassurante. Mathieu est juriste de formation. Les choses ont fait qu'ils ont décidé de monter un projet à deux, un projet de mode éthique, un projet de vêtements éco-responsables, autour de matériaux recyclés. Ils vous en parleront beaucoup mieux que moi. On a également parlé de la peur pour l'avenir, de la peur dans les enjeux de notre temps et de se sentir assez désemparé, mais aussi de rêve de finir sa vie dans une ferme avec ses potes en autosuffisance, de la pression d'être déjà trop vieux et d'avoir loupé sa vie. Tous deux sont un peu plus optimistes maintenant qu'ils ont lancé leur marque et qu'ils se sentent épanouis dans leur travail. Bon, déjà, bonjour. Il faut savoir que vous êtes les deux premiers garçons que je reçois sur ce podcast, donc déjà je suis très contente. Et en plus, c'est la première fois que je fais un podcast avec deux personnes. Donc, c'est une première fois. Coup double. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Ouais. Moi, c'est Hippolyte. J'ai 24 ans, très bientôt 25. Et voilà, j'habite dans le coin, dans la banlieue sud de Paris. Je suis ingénieur à la base. Et en fait, j'ai tout quitté après 3 mois de boulot pour me lancer dans mon projet primitif, qui est un peu le sujet de l'émission, je crois. Voilà, Mathieu, je te laisse t'introduire. Alors moi c'est Mathieu, je suis un ami du collège d'Hippolyte, donc on a grandi dans le même endroit et on est toujours basé dans la vallée de Chevreuse. Je suis juriste de formation et c'est pendant mon année de césure entre le Master 1 et le Master 2 que j'ai fait le même choix qu'Hippo, quitter un peu toutes les bases scolaires pour se lancer dans ce projet-là primitif qu'on va sûrement vous présenter plus en détail à l'avenir de ce podcast. Déjà, on va parler un peu de quel lycéen vous étiez. Alors, si vous pouvez nous raconter un peu quel genre de lycéen vous étiez. Waouh, quel genre de lycéen. Moi, je pense que j'étais le lycéen un peu passe-partout. C'est-à-dire que ce soit au niveau des notes, j'étais dans la moyenne, et que ce soit au niveau des gens, j'étais dans la moyenne, on va dire. J'avais un très bon groupe de potes avec qui j'étais un peu tout le temps, mais j'avais du mal à ouvrir vers d'autres groupes, on va dire. Mais après, j'ai toujours eu le contact facile, ça s'est toujours bien passé, j'ai jamais eu de mauvaises expériences avec les gens, mais j'ai quand même beaucoup tendance à rester avec ceux que je connaissais déjà et mon groupe d'amis à moi, donc disons que j'étais un peu l'élève qui faisait pas de vagues avec les autres, avec les profs. Ok. Voilà. Et toi ? Et moi, quel lycéen j'étais c'est vrai, un lycéen assez moyen dans le sens, j'étais un peu dans les notes, parce que c'est ça aussi le lycée. J'étais un peu en rupture avec tout ce qui était autorité de l'adulte, etc. Donc j'avais des notes moyennes et finalement aussi j'étais intéressé aussi par parler aux gens pendant les cours, pas forcément écouter les profs. Donc je pense que c'est quand même assez banal, assez normal à cet âge-là. Et c'est vrai que j'étais plus intéressé, un peu comme Hippolyte d'ailleurs, sans briser un secret, on était un peu dans le même groupe de potes. Donc c'est vrai qu'on se retrouvait beaucoup. Effectivement, ça ferme peut-être aussi sur les autres, mais au final, c'est vrai que j'ai aussi un contact assez facile. Voilà, j'étais très intéressé déjà par rigoler, par découvrir les choses de la vie et pas forcément d'ailleurs, et c'est peut-être, je le regrette peut-être un peu aujourd'hui, mais profiter de tout ce qu'on a à m'apporter en termes de connaissances au lycée, etc. J'étais très concentré par ma vie sociale avec les autres. Et je pense que c'est un peu ça mon lycée, c'est des potes, des découvertes et des notes parfois qui font un peu rager les parents. Comment vous avez choisi votre voie après le bac ? Alors honnêtement, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui, parce que si je réfléchis, j'ai l'impression que y a plein d'autres choses que je pourrais faire. Mais comment j'ai fait ? Moi, en fait, comme j'ai jamais su ce que je voulais faire, j'ai toujours fait les choix un peu les plus qui me fermaient le moins de portes.
Donc lycée général, première et terminale S parce que c'est ce qui me fermait le moins de portes, etc. etc. Jusqu'en terminale où il fallait vraiment choisir et où j'étais un peu bloqué, j'avais des facilités en sciences, alors je me suis dit que je m'orienterais là-dedans. J'ai fait 2-3 portes ouvertes, il y a un IUT qui m'a branché et j'ai fait banco, je vais faire ça. Donc tu as fait Et un IUT. j'ai fait un IUT en génie mécanique et productique. D'accord. En fait, mais j'ai toujours bien aimé, je sais pas, mais c'est peut-être un peu bête, hein, mais j'ai toujours aimé construire, inventer des trucs. Je disais que je voulais être inventeur quand j'étais petit. Je pense que j'ai voulu continuer un peu dans cette lignée-là et me dire aussi que ça pourrait déboucher sur ingénieur, qui était un truc qui peut s'appliquer dans plein de domaines. Donc voilà, j'ai toujours cherché un peu le truc général parce que j'ai jamais trop su ce que je voulais faire. Et puis voilà, il y a aussi le carcan des parents qui sont scientifiques et je pense influent forcément, même si t'en es pas trop conscient. Pour le coup, j'en étais un peu conscient, mais c'est comme ça que ça s'est passé, ouais. Ok. Et de ton côté? Et moi, alors j'ai une petite histoire à raconter parce que en terminale, je savais tellement pas ce que je voulais faire. J'étais intéressé, j'étais en ES, donc intéressé par les sujets sociaux. J'allais déjà un peu manifester. Voilà, c'était l'époque du mariage pour tous, donc évidemment, je sais pas, mais je suis allé manifester pour ça. Et donc j'étais vraiment dans ce Pour truc-là. le Et, mariage pour tous. Précisons. pas la manif pour tous, le mariage pour tous. Et donc voilà, j'étais déjà un peu là-dedans, intéressé par ces sujets-là. Et en fait, je savais tellement pas quelle voie pouvait me correspondre que mes parents m'ont pris rendez-vous chez une psy qui était spécialisée en fait dans l'orientation et donc qui en fonction de ta personnalité, etc., pouvait déterminer quelle voie te correspondait le mieux. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvé en droit et plus tard juriste avec des petites épreuves dans le sens où j'ai redoublé ma première année. Enfin voilà, c'était pas le parcours rectiligne, mais un peu comme Hippo, je me suis pas trop posé de questions. J'ai suivi les conseils de cette psy et j'y suis allé, quoi. Ok. Est-ce que tu penses que ça t'a apporté quelque chose d'aller la voir ou... Ouais. Ok. Ouais, parce Ça que s'est passé comment exactement? en fait, elle m'a fait un test de personnalité. Mhm. Et un test de personnalité qui est aussi le test que fait passer la NASA pour envoyer des gens qui se correspondent plutôt dans l'espace, donc qui se tapent pas dessus pendant les 6 mois ou les 1 an de mission. Et donc elle m'a fait passer ce test-là. Et en plus, elle m'a fait passer un test qu'elle pratiquait enfin, en tant que psychologue, quoi, parce qu'elle était compétente pour faire ces trucs-là. Et donc, pour avoir différents faisceaux d'indices et m'orienter au bon endroit, quoi. Et donc, elle m'a dit, voilà, tu pourrais faire de l'histoire, tu pourrais faire du droit, tu pourrais faire Sciences Po, mais Sciences Po, il fallait un bon bagage à l'époque en termes de notes, il fallait un dossier très solide que je n'avais pas, donc je me suis orienté vers la fac et le droit. Ok. Et comment vous avez vécu vos années d'études? Alors moi, très bien. En IUT, j'ai beaucoup bossé. J'ai rencontré notamment une personne avec qui je me suis très bien entendu et j'ai vraiment passé mes 2 années d'IUT en binôme à bosser parce que notre but c'était d'intégrer une école derrière et il fallait avoir des bonnes notes en IUT, donc on a pas mal bossé. Mais je l'ai bien vécu, en fait j'ai appris beaucoup de choses, c'était vraiment une expérience très intéressante. Comme je l'ai dit avant, comme je m'y suis retrouvé un peu par hasard. Je me suis retrouvé dans un domaine que je connaissais pas alors que d'autres à côté de moi étaient là parce qu'ils en avaient vraiment envie, ils connaissaient déjà plein de choses. Et donc j'ai découvert tout ce qui était la mécanique et tout que je connaissais pas trop en fait. Et donc c'était vraiment de l'apprentissage, genre je me suis vraiment surpris à aimer apprendre là-bas. Et après il y a eu l'école d'ingé où là c'était complètement différent, c'est-à-dire que d'un point de vue des cours, franchement c'était chiant. Enfin c'était vraiment à l'IUT il y avait beaucoup de pratiques, beaucoup de TP, des projets, on bossait même avec des entreprises, enfin c'était concret. En école d'ingé c'est de la théorie, des maths, euh, voilà, des choses qui moi m'intéressaient moins. Même si j'y arrivais bien, c'était moins intéressant. Et là, je l'ai vécu en fait, je l'ai vécu sur le plan perso comme 3 superbes années parce que j'ai rencontré des gens qui sont aujourd'hui toujours parmi des super potes avec qui en fait, j'ai découvert la ville de Lyon parce que je suis parti à Lyon. Et en fait, j'ai plus découvert la ville de Lyon, la fête, la musique et tout ce domaine-là, plus que les cours en eux-mêmes en fait. Les cours, j'y allais au minimum, je me démerdais pour avoir 10. J'allais même pas au CM, je faisais juste ce qu'il fallait pour avoir les notes qu'il fallait et le but c'était de rencontrer des gens et s'amuser à côté. Et de mon côté, j'étais à la fac donc, tout au long de mes études. Et donc, en fait, il y a eu différentes phases. Il y a eu des phases où je survolais un peu plus que d'autres. Évidemment, quand j'ai redoublé la L1, j'étais un peu. Voilà, j'ai découvert un peu les fêtes étudiantes, tout ça. Après, il y a quand même le droit, c'est quand même des études qui sont par moments assez dures.
Donc je me suis quand même pas mal concentré là-dessus à certains moments. Et sur la fin de mes études, donc juste avant de me concentrer sur le projet primitif et de tout lâcher pour ça, c'est vrai que j'étais de plus en plus déconnecté du truc, quoi, et de moins en moins impliqué dedans. Et maintenant, je dirais que ça m'a enrichi de toutes les connaissances que ces études-là peuvent apporter. Le droit, c'est quand même un sujet assez appliqué, qui s'applique au quotidien, réfléchir, voilà, l'État qui est autour de nous, etc. C'est quand même des choses très intéressantes. Sachant que je suis juriste en droit public, donc vraiment concentré sur quel est l'impact de l'État sur notre quotidien. Oui, ça m'a enrichi, mais en fait, je vis ça avec le recul comme un moment où j'ai arrêté de me poser les questions de qu'est-ce qui me faisait du bien dans la vie. Et maintenant que j'ai Ouais. créé Primitif, en fait, il y a plein de choses qui se sont déverrouillées au-delà de ça. Voilà, j'ai commencé à rapper un peu, à écrire des textes, à faire des choses, en fait, dirigées à refaire du basket. En fait, des choses qui sont dirigées vers mon épanouissement et vers vraiment réfléchir ce que j'aime faire dans la vie. Et pas juste me dire, bah, ouais, j'ai des parents qui ont fait des études, donc il faut que j'en fasse. En fait, vraiment réfléchir le truc. Et ça, je pense que c'est ce que ça m'a apporté. Et je regrette absolument pas. Je pense que c'est la somme de ce chemin-là qui m'a mené là où j'en suis. Mais je regrette vraiment pas d'être là où je suis arrivé non plus, quoi. Est-ce que avant de faire votre projet, vous avez eu une expérience d'entreprise ou de salariat? Ouais, moi oui. Alors déjà, il y a eu dans une formation IUT et école d'ingé, on fait face à pas mal de stages. Donc j'avais déjà 1 an et demi en gros cumulé de stages en entreprise, donc je voyais un peu ce que ça faisait. Et surtout, avant de me lancer, j'ai bossé pendant 3 mois en tant que consultant. J'étais vraiment ingénieur consultant, quoi. Donc oui, j'ai eu cette expérience professionnelle dans le dur, en chemise, sans boucle d'oreille et à cacher mes tatouages. Et moi, ouais, j'ai été salarié dans une fabrique de rhum arrangé. Donc je coupais des fruits pour les mettre dans des bouts de rhum et que ça imprègne et que ça fasse du bon goût fruité. Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le rappelle. Et sinon, j'ai été aussi stagiaire ouvrier dans la boîte dans laquelle bossait mon père. Voilà, pour gagner un peu de sous et découvrir aussi un peu ce que c'était le monde de l'entreprise. Et là, c'était quand même assez. Ouais, ça m'a pas donné envie. Et j'ai aussi été stagiaire dans un journal qui s'appelait La Croix pendant un mois. Donc, c'est pas une grosse expérience de salariat, mais voilà, j'étais aussi intéressé par le journalisme. Et voilà, c'était intéressant, mais c'est pas un métier qui m'a. Aujourd'hui, le métier de rédacteur quotidien, c'est un peu compliqué, je trouve. Ok. On va parler un peu plus de votre projet maintenant. Donc, est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer d'où ça vient et Alors, de toute façon, on a un peu le temps. Mais alors, d'où ça vient précisément? En fait, c'est justement pendant ces 3 mois de boulot en tant qu'ingé. En fait, pour le boulot, ils m'ont envoyé en mission à Grenoble. Déjà, il faut savoir qu'à Grenoble, moi j'y suis allé un peu par hasard, j'avais aucune attache là-bas, je connaissais personne. Et donc je me suis retrouvé là-bas, tout seul, dans des appart-hôtels, à faire un boulot chiant à mourir. Euh, et donc forcément, quand il se passe ça, que tu te fais chier au boulot et que tu rentres chez toi tout seul le soir, tu réfléchis beaucoup. Tu réfléchis vraiment beaucoup à ta vie. Et comme le disait Mathieu avant, tu commences à réfléchir à qu'est-ce qui te fait, à revendiquer un peu ton bonheur et qu'est-ce que, de quoi tu as besoin pour être heureux, quoi. Et donc en fait, et pareil, je regardais beaucoup j'écoutais des podcasts typiquement, où je regardais des vidéos de youtubeurs ou quoi qui parlaient du bonheur, de faire ce qu'on a envie, de s'émanciper. Et à force, je me suis dit, mais dans quoi tu es en train de t'enterrer, quoi? Et, euh, et donc en fait l'idée est venue de là. Moi j'ai toujours eu un attrait pour la mode et les fringues depuis, je sais pas, depuis le collège en vrai. Sauf que pour moi c'était quelque chose que les autres faisaient, que comme j'avais une famille très scientifique et enfin, en fait, c'est des choses auxquelles on pensait pas et pour moi c'était quelque chose que les autres faisaient, que moi je ne pouvais pas m'octroyer le droit de faire. Mais j'avais toujours cette idée en tête là et donc en remettant un peu toute ma vie en cause les soirs là, je me suis dit en fait Hippo, euh, t'as 23 piges, enfin, tu vois, ton boulot il te fait chier, fais un truc qui te fait kiffer, et puis au pire ça marche pas, on s'en fout. T'as un diplôme, enfin, t'es pas à la rue non plus, quoi. est-ce que tu penses que tu as eu de la pression pour choisir ta voie ou alors c'est vraiment Ben, toi tout seul c'est une très bonne question. En fait, je pense qu'il n'y a pas de réponse brute, enfin, je pense qu'il n'y a pas de oui ou non. C'est-à-dire que je pense que oui, j'ai été fortement influencé par le carcan social dans lequel j'ai été élevé, que ce soit la famille, les amis, ma ville, tout.
Euh, mais en même temps, ça a été assez inconscient. Mes parents m'ont toujours dit il faut que tu fasses ce que tu as envie de faire, ça prime sur je sais pas, ton salaire ou ce que nous on veut. Mais en fait, c'est juste que comme je me posais pas trop de questions et que j'allais toujours vers le truc le plus général possible, je me suis retrouvé là-dedans à être ingé parce qu'au final, ingé, je crois que c'est vraiment le métier le plus général au monde. Tu peux vraiment faire tout et rien avec. Donc voilà. Après, évidemment, j'ai été influencé parce qu'on vient quand même d'un milieu social qui est quand même aisé et où faire des études c'est la norme et où quand tu discutes avec tes potes après le lycée, bah, c'est tu vas dans quelle fac. Et le reste, les autres questions se posent même pas en fait. Il y a pas de, enfin, j'ai aucun pote qui a fait un bac pro, tu vois. J'ai, enfin, je pense que ouais, mon milieu social m'a forcément influencé à mort là-dedans pour aller faire des études et mon milieu social aussi sur quel type d'études quoi. Ok. Donc Voilà. pour revenir à l'idée... Ouais, et donc pour revenir à l'idée, pardon, en gros, donc j'avais vraiment cette idée de fringues et tu vois, de faire une marque de fringues, c'était un espèce de rêve un peu caché que j'avais enfoui mais que je m'octroyais pas le droit de faire. Et en fait, je me suis dit, bah vas-y, go, je vais faire une marque de fringues. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Et justement, c'était un moment où Mathieu, pareil, il était comment on dit, en workaway, en woofing en Écosse à ce moment-là parce qu'il était entre son M1 et son M2, il n'avait pas de M2. Donc je pense petit moment de remise en cause pour Mathieu et comme bah ça a toujours été mon meilleur pote, on s'appelait pas mal les soirs et je me souviens d'une fois où je lui ai dit en fait genre je crois que je vais me barrer, je vais faire une marque de fringues et Mathieu il m'a dit bah fais-le, go et si t'as besoin moi je le fais avec toi. Et en fait c'est parti de là et on s'est dit bah vas-y on le fait Ok. et on s'est dit qu'on allait monter une marque de fringues. Après le projet a évolué avec le temps mais peut-être Est-ce que que Mathieu peut en parler. Ouais. Est-ce que tu veux revenir 2 secondes sur ton expérience Ouais, entre ton M1 et ton M2? Ouais, bah justement, c'est là que j'ai fait du journalisme. En fait, je me suis toujours un peu prédestiné à faire du journalisme. Et en fait, c'est vrai que c'est un métier assez dur où t'as pas le temps en tout cas celui que j'ai découvert, de rédacteur dans un quotidien, où tu dois rédiger à la chaîne, t'as pas le temps de t'intéresser pour les sujets et de faire vraiment des choses de fond. Et j'étais en plus déjà, voilà, j'avais déjà 23 ans. Il fallait que je reprenne des études pour vraiment faire des études de journalisme, etc. Et repartir dans une boucle dans laquelle je me sentais déjà un peu essoré, quoi. Donc je me suis dit, waouh. Euh, du coup, cette année-là de césure, elle était plutôt tournée vers renforcer mon dossier en droit pour faire un truc. J'étais en droit international en M1, donc faire un truc costaud en droit international et poursuivre en M2. Et, euh, et donc, d'où cette année de césure, d'où le fait que j'étais en woofing et en Écosse quand Hippo se posait des questions. Moi, je me souviens, j'étais dans ma chambre en Écosse, perdu dans la campagne écossaise, près de Perth, pour ceux qui connaissent. Enfin, c'est vraiment la cambrousse dure, quoi. Donc ouais, pendant 3 mois tout seul en Écosse, et c'est vrai que, comme le disait Hippo, lui à Grenoble, t'as des tas de choses qui se passent dans ta tête, tu veux donner du sens. Moi en droit, j'avais jamais vraiment eu de sens, j'étais débarqué en droit en disant, je ferai pas ça de ma vie. Donc déjà, pour sentir ouais. une émulation dans tes études et te sentir stimulé, c'est compliqué quoi. Donc je cherchais un but et un sens. Et en fait, c'est avec Hippo qu'on l'a trouvé quoi. En réfléchissant à ça par téléphone, lui à Grenoble, moi en Écosse. Et puis en rentrant en toute fin d'année 2018, on s'est dit, vas-y, après le Nouvel An, on fait bien la fête et on se met à fond là-dessus quoi. Et, euh, et Et nous on a bien fait voici. la fête. Et on a bien fait la fête, mais ça nous a pas empêché de bien bosser jusqu'à aujourd'hui le truc et qu'il évolue, comme disait Hippo. On est parti d'une Ouais. idée de départ qui était une marque de sap et qui est devenue maintenant la première marque de streetwear engagée. Et en vrai, ça nous tient à cœur. C'est cool de faire un truc comme ça. Enfin, nous, on est vraiment au jour le jour passionnés par ce qu'on fait et c'est vraiment l'essentiel. Quelles ont été les étapes? Est-ce que vous voulez nous raconter un peu? Les étapes du projet. C'est d'Hippo que vient l'idée, donc je vais le laisser. Ouais, en fait, au tout début, il y a eu une énorme phase de réflexion. Le but, c'était d'aller un peu plus loin qu'une simple marque de vêtements. Enfin, même s'il n'y a pas de simple marque de vêtements, mais trouver un projet encore plus profond, quoi. En fait, l'idée, elle est venue aussi du fait que moi, quand j'ai commencé à être ingé, j'ai commencé à avoir un salaire, un peu d'argent. J'avais déjà des valeurs écologiques et sociales qui étaient quand même assez fortes, qui ont été très renforcées dans mes dernières années d'études. Et pendant que j'étais à Grenoble, qui se renforçaient encore plus. Et en fait, le message de la mode, à quel point c'était dégueulasse socialement et écologiquement, m'est un peu arrivé aux oreilles. Et je me suis dit, t'as un peu d'argent, quitte à claquer un peu plus, va voir des marques qui font ça bien.
au moins tu t'habilleras proprement et t'arrêteras d'aller chez H&M ou des trucs que j'ai beaucoup fait avant hein, aussi. En fait, il s'est trouvé que même en cherchant, j'ai rien trouvé qui correspondait à mon style. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je cherchais des fringues un peu éthiques, je tombais moi sur des choses qui me correspondaient pas. Ça pouvait être soit des choses très classiques, un peu à la slip français, ou alors je tombais sur des vêtements marrons avec marqué des slogans un peu militants, quoi, avec marqué Sauver nos rivières. Et, enfin, c'est des choses que. Enfin, c'est très cool d'ailleurs de militer pour ces choses-là. Mais moi, j'ai pas envie de m'habiller comme ça et je cherchais des choses qui me correspondaient fait proprement et j'en ai pas trouvé. Et en fait, c'est un peu là qu'on s'est dit, il y a un truc à faire et de réunir un peu justement ce problème de style et ce problème de valeur. Et donc en fait, on a beaucoup potassé le truc. Les premiers mois ont été comment on peut faire pour avoir la chaîne de prod la plus saine possible. Donc autant sur les endroits pour la confection, la matière et Qu'est-ce qui se faisait, le quelle tricotage et matière? tout. Et voilà, il y a eu un gros moment où on regardait un peu toutes les matières possibles. Au début, tu penses faire du coton, après tu penses faire du polyester, après on a regardé pour du chanvre, on a regardé pour des trucs bio. Du lin. Du La lin, France est le enfin, premier producteur de lin. Mais c'est ouais. vrai que du lin streetwear, Voilà, à part c'est les chemises pas- en lin, c'est compliqué quoi. ça arrive bientôt dans les bacs. Non, mais ça dépend aussi des pièces et tout, donc tout est faisable. Mais pour ce qu'on voulait faire au début, il nous fallait d'autres matières, quoi. Et donc ouais, gros moment de réflexion sur comment on fait. Donc enfin quelle matière, où est-ce qu'on fait, quel fournisseur. Et après, je pense qu'il y a eu la grosse étape du nom. Grosse étape du nom, grosse étape du logo. Le logo, on en a eu jusqu'en janvier ou février, je crois, 2020. Donc Ouais, donc plus plus d'un d'un an an après, après la création du projet. Enfin, la création. En tout cas, la volonté, enfin, le fait qu'on soit lancé, quoi, c'est vraiment, ça a mis un an à émerger. On avait trouvé un premier logo. Après, on s'est dit, oula, non. Parce qu'on l'avait fait nous-mêmes sur un coin de table. On s'est dit, faut un truc un peu plus carré. Donc Et- vous avez fait appel À une graphiste, ouais. Ouais. ok, que vous connaissiez ou... En fait, Relation c'était amie d'amis. Ouais, une amie d'amis. Ok. En fait, c'était une amie à mes parents. C'était l'amie d'une amie à mes parents. Enfin bref. Ok, Mais oui, c'est ok. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas relation, genre une quoi. de vos potes ou un truc... Non, non. Ok. Ouais, Ouais, voilà. plusieurs étapes et même Ouais. des étapes de remise en question. Ouais. Parce que c'est vrai que assez vite, en fait, on s'est dit, comme parlait Hippo sur la production de la matière, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir les différentes matières qui se font. Après, c'est vrai que produire, c'est produire. Et donc nous, on était assez attachés à l'idée du recyclage. Mais c'est vrai que même au sein de la filière du recyclage, il y a plein d'imperfections. Et donc certaines de ces imperfections, comme la traçabilité des déchets recyclés, nous ont parfois fait mettre en cause le projet, quoi. Enfin, Ouais. remettre en cause cette matière en tout cas. Et donc on continue de réfléchir. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est l'upcycling, il y a beaucoup de choses qui se font de très bien en upcycling, c'est-à-dire par exemple on a un vieux rideau et on le transforme en robe, c'est des choses comme ça très cool qui se font. Après voilà, c'est des chaînes aussi plus difficiles à mettre en œuvre, où il faut des talents pour la couture que pour l'instant on n'a pas, ou en tout cas on n'a pas les ateliers pour le faire. Donc voilà, on est parti là-dessus, on en est très content, on est vraiment rigoureux sur cet engagement-là parce que enfin on fait pas semblant de l'avoir, quoi. C'est vraiment un truc qui nous tient à cœur et justement on voulait donner du sens à notre taf et notre sens aussi, c'est de faire un truc le plus propre possible, quoi. Et Primitif, pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme le disait Hippo, c'est donner accès aussi à toute une culture qui écoute du rap, qui va en festoche, électro, enfin festoche, ça se dit pas trop, festival électronique, mais des choses, des gens, voilà, qui finalement qui nous ressemblent aussi. On pense savoir à quel message ils seront sensibles, quelle fringue leur apporter pour qu'ils soient aussi sensibilisés à tout cet impact-là de la mode qui est énorme. Et donc voilà. Et d'ailleurs, moi, j'ai profité de ce projet pour vraiment me rendre compte de cet impact-là qui était énorme. Et depuis, j'ai plus mis un seul pied dans les boutiques classiques, quoi. Ce que Hippo appelait des simples marques de vêtements. En fait, je pense que ça peut être ça, une simple marque de vêtements. C'est une marque de vêtements qui réfléchit pas du tout à qui produit. Ça résonne assez bien, malheureusement, et très malheureusement, avec les Ouïghours en ce moment. Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses à faire et nous, on est un petit acteur parmi tant d'autres, mais voilà, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. Je pense que Mathieu a un peu tout dit. Mais ça a été ça. Ça a été un an, je pense, de grosses réflexions. Vraiment de mettre à plat le projet. L'écrire a été une grosse épreuve. En fait, quand il faut écrire, tu es obligé de te confronter un peu à la réalité. Le nom, le logo. Et puis la campagne, Et puis, Ulule. et puis la campagne. Non, mais c'est vrai, en fait. On avait besoin d'une campagne de crowdfunding pour commencer parce qu'on n'avait pas les sous pour avancer un stock énorme, quoi. Et donc, on s'est dit, bah, on va lancer une campagne de crowdfunding. On va voir
qui veut acheter nos fringues déjà, et puis comme ça on aura l'argent pour financer leurs fringues. Et ça nous permettra de nous lancer un peu. Et donc après, pendant les 6 derniers mois, je pense que c'était vraiment objectif campagne, comment la préparer au mieux, comment faire en sorte que nos produits ils soient nickel d'ici là. Et voilà, là aujourd'hui on en est à ça, quoi, à lancer la campagne. À cette heure-ci, elle est terminée, à l'heure où vous écoutez, chers auditeurs. Mais on espère qu'on a bien cartonné, parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va donner jusqu'à la fin. Voilà. Moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que le plus dur dans votre processus, c'est la recherche de fournisseurs. Enfin, je m'y connais pas du tout dans ce milieu. Est-ce que j'ai raison? Pas Parce que tellement. la campagne, tout ce qui est communication autour de ça, peut-être que c'est plus à votre portée, alors que les fournisseurs, vous aviez aucun impact. Bah en fait, nous c'est pour ça aussi qu'on a mis 1 an et demi. Je pense que c'est parce qu'on a un peu tout appris sur le tas. Mhm. Mais en fait, la recherche des fournisseurs n'a pas été si difficile parce que déjà, comme la mode éthique elle commence à s'installer, l'avantage c'est que tout le monde est transparent, tout le monde révèle entre guillemets avec qui il bosse. Et donc du coup, en allant regarder un peu ces marques éthiques, on a été capable d'aller chercher leurs fournisseurs à eux. Puis tu les appelles et on est tombé que sur des personnes formidables qui nous ont tout de suite aiguillés en fonction de ce qu'on voulait faire. Je me souviens, le premier fournisseur qu'on a appelé, je crois qu'il faisait que des jupes. Et il nous a dit, bah non, si vous voulez faire des t-shirts, appelez lui. Après, le mec nous a dit, bah si vous voulez bosser avec des matières recyclées, il y a peut-être lui. Voilà, c'est vraiment, tu fais les pages jaunes et t'appelles, quoi. Donc c'est un peu long, mais ça se fait assez facilement finalement. Le premier atelier qu'on a visité de recyclage, c'était un atelier français du sud de la France, dans le Tarn, qui faisait de la laine recyclée. Donc quelque chose qu'on ne peut pas nous adapter au streetwear, mais qui est très intéressant. Et voilà, ils sont vraiment hyper ouverts. C'est une chaîne quand même assez humaine et c'est vraiment des gens, sans être dans le cliché, mais c'est vrai que c'est des gens sympas, quoi. C'est des gens qui sont engagés, qui sont cool et qui peuvent bien faire les choses, quoi. C'est l'avantage de ce milieu, c'est que des gens qui cherchent à avoir des valeurs un peu sociales ou écologiques, bon bah ils t'envoient pas bouler, quoi. Du coup ça s'est bien fait, quoi. Tout le monde nous a un peu aidés, nous a aiguillés. Est-ce qu'il y a eu des gros moments de doute et des moments où vous étiez un peu en échec sur certains domaines Ouais. Alors déjà, au quotidien, surtout au début, je pense que tu fluctues beaucoup, même dans une journée. Moi, des fois, je me souviens, j'étais sous la douche et je me disais, mais Hippo, mais qu'est-ce que t'es en train de foutre? Et après, justement, c'est ce qui est bien aussi d'être à deux, c'est que j'arrivais, je vois Mathieu et je me dis, non, mais c'est bon, en fait, bête d'idée, vas-y, on le fait. Et après, ouais, il y a eu des étapes un peu plus compliquées que d'autres. Moi, je pense à 2 choses. La première, c'était justement, je l'ai abordé tout à l'heure, quand on s'est aperçu des limites du recyclage, sur le fait qu'on avait du mal à connaître tous les tenants et les aboutissants de cette chaîne-là, qui était, qui est parfois assez opaque, même si aujourd'hui on profite de tous les labels qui garantissent les meilleures choses, etc. On s'est dit, mais tant qu'on l'aura pas vu de nos yeux, si tu veux, c'est pas sûr, quoi, parce que des fois tu te heurtes à des non-réponses des gens que tu contactes, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est aujourd'hui une chaîne à perfectionner qui est déjà correcte et appliquée, je pense, et rigoureuse. Et je pense qu'il y a plein de choses à perfectionner. Ouais, c'est vrai que malgré tous les labels et tout, quand on a voulu se dire, bon allez, on va vraiment retracer d'où la bouteille plastique elle vient, c'est compliqué. Voilà, on a bien galéré. Et justement, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Même si on a des labels et tout qui garantissent que c'est pas récolté par des esclaves. Oui, voilà, que c'est fait de la meilleure des manières. Nous, on s'est dit qu'on allait aller vérifier ça nous-mêmes. Et en fait, il y a un moment, quand t'es personne, tu peux pas creuser jusqu'au bout. Et là, ça nous a un peu mis un coup. Et même quand le billet d'avion représente l'intégralité du capital social de ton entreprise, c'est compliqué. Et la deuxième phase d'échec, c'est juste avant la campagne, c'est beaucoup plus récent. On voulait développer une 3e couleur. Et en fait, le rouleau, parce que le textile recyclé, c'est un truc qui varie un peu plus, et c'était un rouleau clair rose pâle. Comme ils mettent plein de couleurs de côté, voilà. En fait ça fait des teintes. C'est pas comme si tu teins quelque chose, tu dis je veux un bleu fuchsia, t'as un bleu, tu teins en bleu fuchsia. C'est un ensemble de chute. Là tu dis je veux du rose, ils mettent en fait, quand ils font du recyclage, ils mettent un peu tous les semblants de rose de côté, mais avec aussi un peu de blanc, un peu de noir. Ça arrivait taché, quoi. Le rouleau, tout le rouleau qu'on avait commandé, qui représentait 500-600 € de marchandises, taché, ce qui pour nous est énorme. Ce qui pour nous, par rapport à l'avancement de notre projet, était beaucoup, évidemment. Et donc c'était un peu le coup derrière la tête, quoi. Je me souviens bien, on était en lendemain de soirée là. Moi j'étais dans le mal, Mathieu il arrive, il me dit bon gros, le rouleau il est taché, on peut pas faire le rose. Moi, je suis allé vomir aux toilettes. Non, c'était très compliqué, ouais. Mais, et d'un côté, c'est aussi, tu vois, très vite tu rebondis, en fait. En fait, c'est ça aussi la vie en général, sans faire de phrases à la con, mais c'est vrai que voilà, tu te prends des coups derrière la tête que tu n'avais pas vu venir. On se l'est dit très tôt avec Hippo, on va se prendre des
des trucs pas cool, mais d'un côté, voilà, faut résister, sinon on arrête maintenant, quoi. Si on veut pas, en fait, je pense créer ce genre de projet, c'est gérer les problèmes plus que prendre du plaisir au quotidien, quoi. Maintenant, on a donné du sens, mais c'est vrai qu'il y a une grosse gestion du risque et du En ce problème. moment là, quand on est en train d'écrire, on vient de nous annoncer qu'ils avaient déjà du retard sur les livraisons de matière. Donc voilà. quand ça sortira, je sais pas où on en sera, mais on commence déjà à paniquer. Non, mais c'est un peu ça, ouais. Donc mais d'un côté, c'est ça qui nous fait sentir en vie. Ouais. Et ce soir, on a notre soirée de lancement, donc on va kiffer aussi. Enfin voilà, quoi. C'est peut-être des choses cool qui nous arrivent, qui ne seraient pas arrivées si j'étais resté à la croix à rédiger des articles dont je me passionne pas tous les jours. Mais c'est vraiment les montagnes russes, quoi. Là, ça le fait moins parce que comme on est dans le rush de la campagne, on bosse tout le temps, donc on s'en rend pas trop compte. Mais moi, j'ai vraiment le souvenir d'une année où d'un jour à l'autre, je me disais, mais t'es en train de faire n'importe quoi, et le lendemain, je me disais, ah, meilleure idée, tu vas kiffer toute ta vie, quoi. Après, ponctué de, voilà, il y a eu 2-3 points un peu noirs où on s'est dit, ah, ça va être compliqué de rebondir. Nous, on peut parler des moments cool aussi. Ça se passe. Ouais, Il y a des moments j'écoute. cool, il y en a plein. Il y a un moment où on allait à la recherche de gens qui étaient intéressés, qui pouvaient être intéressés par le message, et on essayait de les cibler en fonction des catégories de population à laquelle ils appartenaient. Donc c'est-à-dire, tu vois, si on cible une population intéressée par la musique électronique ou plutôt une population zéro déchet, et en fait on s'est retrouvé à convoquer tous les gens qu'on avait trouvés de la cible électronique d'un petit apéro super sympa. Et en fait, on s'est retrouvé à danser juste après l'apéro. Et c'est le premier moment, ça faisait 3-4 mois qu'on réfléchissait au truc. Et on s'est regardé avec Hippo, on s'est dit, mais on vient de bosser là, d'être en réunion presque. Et là, on est en train de danser. Bière à la main. Une bière à la main. Enfin, c'est vraiment super sympa. Il y a des moments comme ça où tu te dis, j'ai bien fait de faire ça. C'est vrai que les bons moments sont vraiment sublimés, quoi. C'est-à-dire que quand ça va et que tu t'en rends compte, la vie est belle, quoi. Et même à travers des choses simples, où tu vois, quand on a notre premier proto. Une fois quand on a déposé notre nom, Ouais. c'était fou, quoi. On est là, putain, ça y est, le nom il est déposé, il est à nous. Ouais. Genre c'est parti, quoi. On allait fêter ça en buvant une bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On finit souvent par boire une bière, hein. Et Mais comment au vous niveau avez de- vécu le fait d'être jeune? Est-ce que ça vous a mis une barrière ou pas du Le fait tout? d'être jeune, Ah, c'est cool. Moi, je trouve que ça donne de la puissance. ouais. C'est-à-dire que, pardon. Non, vas-y. Mais en fait, j'ai aussi une anecdote à raconter. En Écosse, quand donc, je remettais un peu ma vie en cause, j'allais sur Wikipédia et je regardais des gens connus, tu vois, n'importe lequel, tu vois, par exemple le Et président c'est- de la République. On s'est beaucoup questionné sur Ouais. l'âge, à un moment. Et en fait, tu te sens vieux. C'est-à-dire que tu regardes l'âge auquel le gars a percé, si tu veux. Tu te dis, il avait 22 ans, moi j'en ai 23, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et en fait, quand on a créé Primitif, c'est l'inverse. Je suis devenu un très très jeune fondateur ou créateur d'entreprise. Ouais, parce ou, que en fait, ça nous a amené à candidater un peu dans des incubateurs, à rejoindre un peu des petites communautés d'entrepreneurs, des trucs comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que pour quelqu'un qui crée sa boîte et tout, on était quand même les plus jeunes, quoi, en général. on était des rookies quand même. Ouais, genre vraiment, on s'est retrouvé avec des papas, costards qui venaient après le boulot. Et là tu as de la force. Là. Tu te dis, je suis dans ma meilleure vie, si jeune, si tôt, je suis sur le bon chemin, quoi. Ouais. Et moi, c'est ce que je me dis à l'heure actuelle. Encore plus maintenant que c'est concret et que tu vois, notre campagne elle est lancée, là, c'est le feu, quoi. C'est ça. Ouais, pour résumer, je pense qu'au début, il y a eu un moment de doute parce que tu sais, tu regardes un peu tes idoles et tu as l'impression d'être vieux et que tu toujours rien fait, quoi. Et après, justement, quand tu rentres un peu dans le monde de la boîte, tu te dis, en fait, ça va, il me reste encore plein de choses à faire. Ouais, c'est vraiment le fantasme et la réalité, Ouais, quoi. ouais. Au final, c'est ça. tu prends les exemples sur des exceptions et C'est pas ça, sur... et tu regardes, tu sais, ton chanteur préféré et tu te dis, ah ouais, lui, à 20 piges, il faisait un zénith. Bon, bah, c'est sûr, c'est différent, en fait, c'est juste différent, quoi. Et c'est aussi basculer dans l'action, moi je trouve qui est intéressant. Tu vois, je parlais du fait de m'être un peu endormi pendant mes études, et c'est un peu ça en fait, c'est que je me laissais aller au gré du vent. Ouais, de ouf. Et maintenant, quand tu bascules dans l'action, en fait, tu bascules dans l'action pour plein de trucs, tu vois, comme je disais, rapper, tu vas faire des choses comme ça, et en fait, juste faire des trucs que t'aimes, quoi. Mais ouais, c'est Et c'est fou, vraiment un depuis, j'ai conseil jamais que j'ai fait à autant donner. de choses pareilles, genre, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, quoi. Il y a vraiment eu un déclic. Ça a amené plein de choses positives, pas que professionnelles. Basculer dans le truc, genre, tu vas faire un podcast, lancer son truc, c'est ça, je pense, qui apporte le plus de satisfaction. Si tu as envie de manifester, va rencontrer des gens, va discuter. Si tu as envie de faire de la musique, enfin tout, quoi. Si tu as envie d'écrire un bouquin, on s'en Ouais. fout du regard des autres, quoi, et fais-le. Et je pense que c'est le truc le plus précieux. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à le faire. En fait, quand ton professionnel, c'est un truc que tu as décidé de faire un peu à la ZUP, comme on dit, tu te dis que tout le reste, tu peux faire tout le reste comme tu as envie, quoi.
Et au niveau de la campagne, comment ça s'est passé? Ça se passe en ce moment, Ça mais se passe en ce moment. Ouais. Hein. Ça va faire 2 semaines. Deux Ouais, semaines, 2 semaines demain. on est à la fin de la deuxième semaine. Et ça dure 4-5 semaines. Et donc on a eu un gros démarrage. En fait, on a bien briefé notre entourage. Donc ce qui a fait qu'ils étaient au rendez-vous et que tous les gens intéressés de notre entourage ont pu commander leur pull. Et donc il y a eu vraiment un... Enfin, c'était fou, le premier jour, en 10 minutes, on a atteint genre 100% de l'objectif, quoi. Et donc c'est très bien parti, et là on est allé jusqu'à début de semaine dernière où on a dépassé les 200%. Et là c'est un peu le ventre mou, ça restagne, et nous on va mettre un peu des choses en place pour redynamiser tout ça, mais on est très content du début, et maintenant notre but à nous c'est d'aller grappiller pour aller chercher des gens qu'on connaît pas en fait. Là on a vraiment nos proches, des amis d'amis, et le but maintenant ça va être d'aller chercher le troisième cercle, donc des gens qu'on connaît pas, le grand public. Enfin, finalement, le but, c'est que nous, notre message, il arrive aux oreilles de tout le monde. Maintenant, on va s'y atteler. Et comment vous arrivez à amener du public qui n'est pas intéressé par les enjeux, on va dire, écologiques, par exemple? Est-ce que vous avez des tactiques pour que ça passe un peu en finesse ou... Bah, déjà, c'est compliqué de trouver des gens qui aiment pas ça. Enfin, genre, qui sont pas sensibilisés, on va Ouais. dire. Là, ça, c'est un peu la cible streetwear en fait. C'est-à-dire que pour l'instant, et c'est de ça qu'est né le projet, c'est qu'en fait, il n'y a aucune marque qui existe qui démarche la cible streetwear qui, je suis sûr, est sensibilisée au même titre que d'autres cibles, Ouais, déjà, même faut apporter que le d'autres message. populations. Mais c'est vrai que les gens ne pensent pas trop à ces gens-là, et c'est vrai qu'ils sont un peu laissés sur le côté. Et nous, vraiment, on s'est dit, bah, en fait, c'est nous, quoi. Donc Bah ouais. vas-y, let's go. Pourquoi moi j'ai entendu parler des esclaves si tard? Bah, c'est l'enjeu, en fait. Ouais, On a créé le projet pour ça. C'est-à-dire que le projet, c'est de se dire, ces gens-là ne sont pas pour l'instant adressés par le message, et on ne sait pas s'ils sont sensibles ou non. Alors, on le fait, et on verra. En fait, c'est l'enjeu, c'est que cette cible-là se reconnaisse Ouais, je et pense- disent, nos fringues sont cool. En plus, putain, ces deux gars qui font les choses bien, ils savent faire le truc, et en plus, ils ont une image de marque qui est stylée. Vas-y, j'achète, quoi. Et plutôt qu'un truc dégueulasse. Bah ouais. Mais après, je pense que voilà, comme dit Mathieu, c'est vraiment le but du projet, c'est ça. C'est que le message arrive aux gens qui sont pas encore sensibilisés. Donc ça va prendre du temps. Et, euh, et nous, le but déjà, c'est que la marque se fasse connaître. Donc après, on a l'avantage aussi d'avoir un entourage, il faut pas se cacher, qui est quand même sensible à tous ces trucs-là. Donc forcément, notre entourage est intéressé par le projet. Après, le but, c'est que petit à petit, en fait, tu vois, tu grappilles, et en allant d'une personne à une autre, tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas encore au courant du message, mais qui aime bien les fringues, et du coup qui va être au courant du message. Et petit à petit, on espère en tout cas que le message arrivera aux oreilles un peu de tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que vous êtes épanoui d'un point de vue à la fois personnel et professionnel? Disons que déjà, le professionnel et le personnel s'entremêlent énormément depuis qu'on est là-dedans. Par exemple, le projet, moi j'y pense tout le temps, vraiment tout le temps. Il n'y a pas de moment où j'y pense pas quasiment. Si je devais dire aujourd'hui, ouais, clairement, c'est une période où je me sens vraiment très bien. Genre, je suis vraiment très épanoui. En plus, on est dans le concret. Depuis que la campagne est lancée, je sens que ça part vraiment, parce que sur la fin, j'avais un peu l'impression que limite les gens commençaient à dire ouais, bah, ça fait 1 an que tu es sur ton projet là, vas-y, est-ce que tu vas le sortir ou pas? Il est où le projet? Ouais. ça fait 1 an que tu réfléchis, tu as l'impression que ça va pas se concrétiser. Là, c'est la campagne, et je sens que voilà, c'est le début, ça se lance, donc je suis vraiment trop content, trop fier de moi. Enfin, quand tu t'épanouis là-dedans, généralement le perso ça suit quand même pas mal. Tout est lié, et encore plus quand tu fais un projet comme ça, ton perso devient ton pro devient perso. Au top. Juste hâte de pouvoir me barrer de chez mes parents, c'est tout. Ouais, parce que du coup, toi, t'es revenu chez tes parents, c'est Ouais. ça? Et En fait, ça s'est ouais. bien passé? Comment Oui. tu l'as vécu? Oui, ça s'est très bien passé. Je doutais que j'allais arriver à dire ça. En fait, je bossais à Grenoble, et bah, comme j'ai dû t'arrêter pour lancer le projet, que j'avais plus de revenus, et qu'en plus Mathieu était à Gif, je suis revenu habiter chez mes parents pas forcément pour une question d'argent. Et ça s'est très bien passé. Enfin, honnêtement, avec mes parents et mon frère aussi qui est chez moi, on s'entend très bien. Pour le coup, j'ai de la chance d'avoir une famille très très cool, avec qui on s'entend bien. On est quand même sur la même longueur d'onde tous, donc c'est très cool. Mais il y a aussi ce fait-là, mais qui est complètement perso, pour le coup, qui n'a rien à voir avec eux, qui est que bah, j'ai habité pendant des années tout seul, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est vrai que j'ai hâte de retrouver un peu ma vie solo. C'est pas rendre des comptes, même si je rends pas trop des comptes, mais bon, d'être chez moi. Quand j'arriverai à le faire, ce sera encore un palier au-dessus,
Voilà, j'aurai tout, quoi. Et toi Mais alors, voilà. est-ce Alors, que tu es épanoui? alors ouais, épanoui, oui, clairement, comme comme on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que le fait d'avoir basculé dans quelque chose où en fait je suis acteur dans mon bonheur et dans ce que je fais au quotidien, ouais, je suis grave heureux de ce fait-là. Donc ça c'est l'aspect pro, mais comme dit Po, je suis entièrement d'accord, le pro, déjà on est amis, donc Ouais, enfin je pars en soirée avec mon collègue de travail si tu veux, ouais, ouais. donc en fait voilà c'est un long prolongement, la vie perso et un prolongement de la vie pro, tout est un peu mélangé, même si assez vite on s'est dit faut arriver à mettre des petites barrières quand même, pas parler de ça tout le temps, arriver à penser à d'autres choses, sachant que je pense qu'on pense suffisamment de notre côté tout seul à ce truc-là, donc il faut savoir mettre des limites. Donc moi je me sens quand même très très épanoui, et même voilà, dans la vie perso aussi, ça m'a fait basculer dans l'action vis-à-vis de plein de choses, et réfléchir à plein de choses, essayer de déconstruire aussi plein de choses, parce que Ouais, je pense que la création de cette boîte-là m'a obligé à déconstruire ce que mes parents m'avaient inculqué, si tu veux, c'est depuis ça. très petit. C'est ça. Tu as 7-8 ans, je pense que j'étais capable de dire je vais faire des études et avoir bac plus 5, quoi. Donc là, c'est là que tu vois que tu as de la reproduction là-dedans, et que j'ai dû déconstruire, tu vois, de me dire, bah Mathieu, non, tu vas t'arrêter à un bac plus 4, ce qui n'est pas non plus révolutionnaire, hein, pas se le cacher, mais, mais Oh donc là voilà, là. je suis pas non plus, tu vois, je suis pas fan de Joe non plus, mais c'est vrai que j'ai dû déconstruire certaines choses, et je continue à le faire dans ma vie perso, tu vois, sur des sujets d'actualité, le féminisme, qu'est-ce que c'est aussi d'être noir dans notre société, Black Lives Matter, tout ça. Tu vois, c'est des choses très intéressantes et qu'il faut déconstruire. Nous, en plus, en tant que, enfin, moi, vous me voyez pas là, mais je suis un mâle blanc privilégié, donc voilà, il y a plein de choses à déconstruire pour se rendre compte du privilège que tu as. Ouais, Primitif a beaucoup joué là-dessus. Et je pense que c'est très intéressant. On est beaucoup primitif et beaucoup allé en manif récemment, et c'est intéressant, quoi. C'est nous, et voilà, on soutient les grèves aujourd'hui, c'est jour de grève sur Paris, donc voilà, on soutient aussi. Et, en fait, ça fait déconstruire beaucoup de choses et réfléchir à ça. Et donc ouais, je suis épanoui. J'ai l'impression d'être vraiment maître de ce que tu penses et de comment tu agis. Est-ce que vous avez l'impression d'être adulte? Voilà la question la plus compliquée du monde. Est-ce que j'ai l'impression d'être En fait, il y a plein d'aspects. Moi, je me sens pas adulte, vraiment pas. Après, ça dépend de ce que c'est pour toi être adulte. Moi, la vision de l'adulte que j'ai aujourd'hui, voilà, c'est un mec, ou une meuf, c'est quelqu'un de carré, de rangé, de responsable et tout. Parce que Je me ressens pas vous là-dedans. avez quand même monté une boîte, c'est pas rien en soi. Ouais. Bah, c'est ce que j'allais dire, moi je me sens responsable, je me sens pas adulte. C'est-à-dire, C'est enfin, ça. je me sens pas adulte. C'est-à-dire, je sens que j'ai la responsabilité que je n'avais pas quand j'étais enfant. Je sens qu'il y a beaucoup plus de charge mentale maintenant, beaucoup moins un peu de l'enfant qui rêvait de tas de choses qui s'est un peu envolé. Mais d'un côté, j'ai d'autres rêves maintenant, peut-être plus concrets. Je suis plus responsable, mais je me sens pas adulte dans le sens où c'est vrai que si on entend l'adulte comme la personne voilà, qui rentre chez elle, qui a une famille, qui est rangée, non, mais je me sens responsable. Je pense pas, et d'ailleurs je pense pas qu'un adulte ce soit forcément ça. Je Pas pense du que tout. c'est bien plus que En ça. fait, Mais c'est pour ça que cette question, je trouve qu'elle est terriblement compliquée. Et moi, c'est une question qui m'a taraudé pendant très longtemps. Mais en fait, ça dépend ce que ça signifie pour toi être un adulte. Mais je dirais que moi, mon but dans la vie, maintenant, c'est de m'amuser en fait. C'est de profiter. Et du coup, bah, moi, c'est pas ce que je mets derrière le mot adulte. C'est un peu le contraire. Même si c'est pas forcément le cas, et tu peux être adulte et kiffer et t'amuser toute ta vie, hein. D'ailleurs, c'est ce que j'espère faire. Mais voilà, moi, il a encore une connotation trop négative pour moi, le mot adulte. Même si ça ne l'est pas forcément. en fait, moi, il a une connotation rangée, si tu veux, dans le Ouais, sens où on parlait de reproduction. Moi, un adulte, si tu veux, les adultes en chef chez moi, c'est mes parents. Et mes parents incarnent cette figure-là rangée de la personne voilà, qui doit subvenir aux besoins d'un foyer, voilà, qui fait gaffe à ses enfants. Et donc aujourd'hui, en plus, dans le monde dans lequel on est, si tu veux, même avoir des enfants, c'est un truc qui se réfléchit par rapport à la situation de notre planète et de tout ça. Et donc c'est des choses. Je trouve que le mot évolue beaucoup. Avant, être ouais, adulte, c'était aussi, tu sais, vivre une longue carrière dans ta boîte, etc. Euh,
Et tu vois, mais moi, mes grands-parents étaient fonctionnaires à la poste et c'était ça, tu vois, c'était à 20 ans tu rentres, à 60 ans tu sors. Et là, j'ai l'impression que cette connotation, notamment avec les enjeux climatiques et tout, est en train d'évoluer, quoi. De ouf. Je trouve que l'adulte, en fait, c'est beaucoup aussi la projection que tu fais des gens plus âgés. Moi, adulte, pour moi, c'est les gens qui sont plus âgés, c'est mes parents, c'est mes grands-parents, c'est des gens que je vois à la télé qui, pour moi, sont des adultes. Mais en fait, je pense que cette définition-là, elle est constamment remise en cause. Et pour moi, il y a, tu vois, des gens de 35 ans qui, pour moi, sont des adultes, en fait, correspondent plus du tout à ces stéréotypes que là, j'ai moi. Mais du coup, c'est vrai que je me sens pas du tout adulte comme moi, je le vois et comment les personnes que j'identifie comme adultes. On est en transition. Voilà. Ok. Je pense que, comme on disait, on déconstruit un peu tout et que pour le coup, bah, Ça en fait partie. l'adulte aussi, quoi. Mais je suis sûrement un adulte Un enfant de 10 ans comme peut un voir. enfant peut me voir. Non, mais peut-être, hein, j'en sais rien. Bon, si on se tourne un peu vers l'avenir maintenant, est-ce que déjà vous avez confiance en l'avenir d'un point de vue personnel? Non, je suis très inquiet de tout ce qui se passe en ce moment d'un point de vue. Ouais, il y a l'écologie, les conditions sociales, il y a le gouvernement. Moi, je suis un peu désemparé par tous les enjeux de notre temps, donc ça me fait un peu flipper parce que j'ai l'impression que ça évolue pas dans le bon sens. Même si mon entourage et les gens de notre âge, j'ai l'impression qu'ils commencent à prendre conscience de tout ça et que les gens commencent un peu à se révolter. Ça fait plaisir, mais le problème c'est que derrière, j'ai l'impression qu'en fait il se passe rien et que donc voilà, des fois quand j'y pense, c'est un peu désespérant. Et en même temps, ça me blase. Ok. Et toi, alors, est-ce que tu as une vision plus positive? Mais bon, Ah bah là, j'ai apporté un rayon de soleil à tout ça voilà. quand même. Sinon, Non, mais j'ai de l'espoir aussi, hein, mais bon, Mathieu en parlera mieux que moi. Non, mais c'est vrai que moi, non, moi je suis assez optimiste dans le sens où même je trouve ça excitant de se diriger vers un monde qui est en révolution. Quand je dis en révolution, c'est on va être obligé de changer des choses, là, sinon on va pas supporter le choc. Donc c'est intéressant. Moi je suis assez excité par ça, par voir ce qui va se mettre en place. De me dire aussi que voilà, j'aurai pas un quotidien morose, que c'est probablement voué à changer. Et sans d'ailleurs tous ces enjeux-là, j'aurais jamais créé Primitif avec Hippo. Donc c'est voilà, c'est plein de choses intéressantes. Moi en fait, je suis assez enthousiaste. Donc ouais, d'un point de vue perso, et puis il n'y a pas que ça, ouais. Je pense qu'on est promis à avoir une vie dont on n'a aucune idée à l'heure actuelle, dont je n'ai aucune idée, mais Ouais, pour laquelle j'ai de l'excitation. ouais, ça c'est très excitant. C'est vrai que moi aussi j'y pense des fois. Et je me dis qu'en fait les choses elles vont être obligées de bouger malgré toutes les institutions. Et c'est hyper excitant de se dire qu'on va faire partie de ça. Enfin moi j'ai vraiment l'impression que on est à l'aube d'un changement de dingue. Et que quand je me dis que je vais vivre ça et que peut-être il y aura même un après, j'en sais rien. Ouais, ça chauffe de ouf. On sait d'où on part, on sait pas où on va arriver. Voilà. Mais c'est ce qui est excitant et moi c'est ce que j'aime bien. J'ai jamais planifié ma vie et pour le coup l'avenir est flou et c'est aussi très excitant. Et l'avenir de la marque? Comment vous la voyez? Est-ce qu'on est confiant? Alors ouais. Là, on est au début. C'est compliqué mais Mais moi, je suis confiant dans le sens où voilà, notre but c'est de progresser petit à petit, pas de devenir une firme internationale parce que Non. bah, c'est aussi des choses dans l'écologie qui n'ont aucun sens. Donc je disais tout à l'heure que notre engagement avait été sincère et en fait c'est le cas, c'est que notre but c'est pas de remplacer Nike, c'est de questionner son modèle et des autres d'ailleurs. Et donc voilà, notre but c'est de réfléchir ces choses-là et il y a un parallèle avec le boulanger, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les marques de fringues ne deviendraient pas en fait des boulangers qui subviennent aux besoins d'une certaine partie de la population et qui après s'arrêtent, voilà. ouais, parce qu'on te vend tout le temps l'entrepreneur idéal comme Steve Jobs qui a conquéri la planète. Mais au final, des entrepreneurs qui s'en sortent très bien à petite échelle, ton boulanger, il le fait mieux que personne, quoi. Et nous, c'est un peu le but, c'est de devenir une marque qui tourne, qui rémunère ses employés, qui nous rémunère nous convenablement, sans chercher des dividendes de dingue et des stock options là. Et non mais c'est vrai, et de vivre sereinement et avec ce qu'il faut quoi. Donc pour ça, ouais, moi je suis assez optimiste. Je pense que même si ça prend du temps, on finira par arriver à ça. Et le jour où on arrivera à ça, ce sera la fête, hein. On boira une bière. Pour pas changer. Voilà. Mais ouais, c'est le but et je me dis que ça c'est possible. Est-ce que vous avez des projets à long terme ou est-ce que vous voyez vraiment au jour le jour? Alors moi en général, je suis quelqu'un qui me projette pas du tout. Mhm. Enfin, je me projette bon à moyen terme, hein. Des fois, j'ai booké ma soirée du Nouvel An en octobre. Ouais, je rigole. Mais non. Enfin, moi, je me projette très peu. J'aime pas ça. Ok.
Bah, moi, à part primitif, je dirais que non, même si j'ai quand même. C'est pas une projection, c'est une intime conviction que je vais finir ma vie dans une ferme écartée du monde, peut-être avec mes potes, avec voilà, à viser l'autosuffisance, mais c'est plus une intuition qu'autre chose et peut-être un peu une envie, mais c'est vrai que pour l'instant, la projection, c'est vraiment pas primitif. Et l'intuition, c'est que si quelque chose change radicalement, je me verrai bien là, quoi. Ouais. Si, moi, à moyen terme, je pense beaucoup, j'idéalise ma future coloc avec mes potes. C'est un appel. Non, 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 parce que justement, on a prévu de faire ça avec des potes et quand je dis ma coloc, c'est ma colocation. Voilà, c'est un truc qui me fait délirer et j'y pense parce que j'ai envie de vivre dans un endroit cool. Voilà, mais là, on est sur du moyen terme, hein, on est sur l'année prochaine, j'espère. Et ça fait quoi de travailler en ayant l'impression de pas travailler vu que vous faites vraiment ce qui vous plaît Ah bah, Hmm. des fois, avec le stress, quand même, t'as Des fois, l'impression t'as de l'impression de bosser, hein. travailler quand Ouais. même. Ouais. Ouais, non, non, tu bosses. Il y a des... En fait, on a rempli des tas de formulaires aussi, des tas de trucs, si tu veux. Il y a beaucoup d'administratifs aussi, donc là, tu as l'impression de bosser quand même. Après c'est sûr. En fait, ce qui est marrant, c'est plus dans le regard des gens. Et non, dans le regard des gens, c'est plus un petit stage, tu vois, c'est un peu Ouais. comment on appelle ça, Ouais, c'est un petit stage fun, quoi. C'est une année sabbatique, tu vois, Ouais. C'est mais genre, oui, tu bosses, mais bon, ouais. tu peux aller me chercher ça à 14h, je veux dire. C'est quand est-ce que tu redeviens sérieux, quoi, des fois, la question. Et de moins en moins, évidemment, parce que là, c'est du concret, mais et même, on a des potes qui le font en nous vannant, quoi. C'est-à-dire, c'est juste une vanne en disant, bon, voilà, il y a des chômeurs et il y a Hippo et Matt, quoi. Ouais. C'est un peu la même chose. Mais ouais, des fois, il y a des trucs un peu chiants où bah, c'est finalement un peu comme si tu devais bosser. Enfin, il y a des aspects voilà, que t'as pas trop envie de faire, comme remplir des formulaires de 4 pages là. Par exemple, aujourd'hui, on est là pour parler de notre boulot. Ce soir, on va faire une petite soirée avec nos potes pour fêter le lancement. En vrai, on est sur 80% du temps où c'est kiffant quoi. Genre, franchement, tu sais, quand t'es là, tu dessines tes suites, quand t'attends la réception de ton logo, enfin, il y a il y a des endroits où ouais, c'est plus de l'ordre du loisir quoi. Non, non, C'est très cool. la vie est belle, quand même, hein. Ouais, ouais. Mais en fait, il y a des moments en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que on taffe toujours, on y pense toujours, mais il y a des moments où tu as plus l'impression de travailler que d'autres. Et aussi, un petit aspect supplémentaire, c'est que tu y penses tout le temps, donc tu débranches jamais, donc tu as intérêt à aimer ça, Ouais, c'est un parce peu que épuisant. le soir tu y penses, quoi. Et donc, c'est pour ça que une petite semaine de vacances, des fois, ça fait du bien, parce que faut se barrer loin, fort, couper les contacts, parce que sinon, tu es tout le temps dedans, quoi. En plus, on part en vacances ensemble. Voilà. Super. Est-ce que vous pensez que ça vous a aidé à prendre confiance en vous Ouais, mais tellement. Confiance en moi, je pense que j'en avais pas eu pendant longtemps et que là, je suis gonflé à bloc. Non, je suis pas gonflé à bloc, mais ouais, je pense que c'est un truc qui a beaucoup participé à ça. Bah, en fait, je me suis assumé, même le projet au début, j'avais un peu honte de le dire, tu vois. Quand j'en parlais à mes potes qui étaient ingé ou des trucs comme ça, je me disais un peu, bah, non, mais en fait, moi, je me suis dit, je vais faire une marque de fringues et j'osais pas, je le disais tout, tu vois, je voulais que mon meilleur pote il entende, mais pas les autres. Et en fait, petit à petit, bah, tu prends confiance en fait en ton projet et en toi. Et comme voilà, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, mais le perso et le pro qui s'entremêlent fait que, bah, en fait, tu prends conscience et tu fais, bah, non, moi je suis en train de faire un truc de ouf. Tu valorises quoi, tu prends conscience que tu as des bonnes idées, que tu fais les choses bien, tu vaux quelque chose. Enfin, franchement, ouais, moi ça m'a grave aidé, franchement. Je pense que j'ai pas eu beaucoup confiance en moi pendant assez longtemps et tout, et pour le coup de me lancer là-dedans, ça a bien scellé le truc quoi. J'ai l'impression que le parcours d'une vie, c'est un peu ça aussi, c'est de trouver de plus en plus confiance en soi. Et j'ai l'impression que Primitif s'inscrit dans le tout de ce qui est voilà, ma vie. Genre, plus j'avance, plus je prends confiance. Je pense que avant, j'aurais pas eu la confiance nécessaire en moi pour me lancer. Maintenant, je me suis lancé, c'est vrai que j'assume de plus en plus ce que je fais. Après, ce sera d'autres choses, ce sera assumer suffisamment pour, je sais pas, voilà, démarcher des gens qui m'intimidaient avant. Enfin, tu vois, je pense que c'est vraiment en progression constante et voilà. Écoutez, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur d'un point de vue personnel et après d'un point de vue professionnel? Moi, mon souhait le plus cher, clairement, c'est que Primitif marche pour qu'on puisse en vivre et atteindre le public dont on parle pour changer les choses en profondeur et que les choses changent, quoi. Ouais, moi je pense que c'est assez entremêlé dans le sens où j'ai envie que, d'un point de vue personnel, j'ai envie que notre société euh, réfléchisse les choses comme nous on a pu le faire avec la mode et ce petit secteur-là, enfin pas ce petit secteur-là, mais ce petit projet-là qui est le nôtre. C'est-à-dire vraiment que la société devienne un peu à l'image voilà, bah,
d'un monde qui réfléchit mieux les enjeux, à l'abri aussi du profit pur, des choses qui sont terriblement destructrices pour notre monde à l'heure actuelle. Et je pense que malheureusement, en ce moment, on va dans la mauvaise direction en termes des institutions françaises. Et donc, je pense, moi, mon souhait cher, c'est qu'on se rende compte de beaucoup de choses, qu'on soit solidaires entre nous, parce que le monde dans lequel on est solidaire, notre petite bulle, hein, effectivement. Mais ouais, j'espère qu'on va se diriger vers ça, d'un point de vue perso. Donc, c'est vraiment mon seul plus cher. Donc, de continuer, moi, à titre personnel, à déconstruire tout ce qu'on a entamé comme réflexion et à vraiment. Et ça me procure vachement de bonheur, quoi. C'est-à-dire essayer de me sentir pleinement en vie, pleinement en réflexion tous les jours sur ce que je fais, par quoi c'est conditionné, etc. Je trouve ça très intéressant. Et d'un point de vue professionnel, bah, voilà, c'est que Primitif marche, que j'arrive à en vivre, que j'arrive à m'installer à m'installer dans mon chez-moi avec un rythme de vie qui me correspond, pouvoir rapper dans mon salon, pouvoir écouter mes potes faire du son. Enfin, voilà. c'est ça ma vie parfaite et qu'on peut me souhaiter perso, professionnellement. Et juste, on n'a pas énoncé pourquoi ça s'appelait comme ça. Primitif. Ouais. En fait, on aime beaucoup le nom parce qu'il ramène à un état primitif. Bah, l'être primaire, un peu plus instinctif, un peu. On avait un impact en termes d'énergie moindre quand on était avec le feu et la marche. Et donc c'est un peu, ça évoque ce retour-là et en même temps quelque chose d'assez agressif, si tu veux, assez qui correspond à la culture dans laquelle on se retrouve, tu vois, c'est-à-dire des choses un peu qui ont du caractère et c'est nous, quoi, en fait, c'est dire non aussi, c'est être primitif, être un peu savoir s'élever contre ce qui va pas, Et du coup, il faut le prendre le truc, si on prend le truc à l'inverse, c'est-à-dire que tout ça, c'est ce qu'on voulait faire ressentir dans le nom, qu'on a réussi à faire avec Primitif, mais d'où le nom est sorti, c'est Mathieu en regardant dans un bouquin de règles de jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on a fait un jeu de rôle avec des potes, là, type Donjons et Dragons, et c'était pendant notre phase où on cherchait notre nom, et un jour, il m'envoie Primitif. Et genre, il a dit, ouais, j'ai vu ça dans le bouquin de règles et tout, ce mot, il est trop bien, il va trop bien avec le projet. Et j'ai dit, mais grave. Comme quoi n'hésitez pas à jouer dans la vie, ça apporte plein de choses professionnellement. Héros et dragons, c'est de la frappe. Ok, écoute, on va s'arrêter là-dessus. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Non, n'hésitez pas à précommander votre hoodie. Et merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Un vrai merci, c'était notre première fois en podcast et c'est trop cool. Merci à vous. Je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous, mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt.